Nous recevons maintenant M. François Baillargeon, géologue de projet chez Xstrata Nickel. Je dois mentionner qu'à l'horaire, on avait une présentation prévue par Canadian Royalties. Malheureusement, pour multiples raisons, le présentateur n'a pu se présenter. Alors, avec un très court temps de retour, les gens d'Xstrata Nickel ont gracieusement accepté de faire une présentation sur le gisement de Raglan. Alors, on les remercie parce qu'on leur a donné peut-être 3 ou 4 jours d'avis. Alors, François est un membre clé de l'équipe d'exploration de la mine Raglan d'Xstrata Nickel qui mène la modélisation géologique, l'interprétation et l'exécution du programme d'exploration dans le but de maximiser la vie de ce camp minier de classe mondiale situé dans le Grand Nord du Québec. François a étudié à l'Université du Québec à Montréal, obtenant un baccalauréat en géologie en 1999 et une maîtrise en sciences de la Terre en 2002. Après avoir travaillé pour le ministère des Ressources naturelles du Québec dans le camp minier de Joutel en Abitibi et pour Aurora Platinum dans le Témiscamingue, il s'est joint à l'équipe d'exploration de la mine Raglan d'Xstrata Nickel en 2005, initialement à titre de géologue associé. Il a par la suite été promu dans différents postes et occupe depuis janvier 2012 son poste actuel de géologue de projet. Alors, François. Oui. Alors, merci de me donner la chance de faire cette présentation. Je pense que ça va être une bonne présentation parce que ça va bien compléter ce que mes collègues là, ce matin ont présenté. On a parlé des grands gisements, comme à Talnac, où il y a du sulfure massif, là, on n'en voit pas le bout des deux côtés. Ensuite, on a parlé d'un gisement dans les cométiotes, comme à Raglan, mais un gisement à faible teneur disséminé, mais à très fort volume. Là, ici, moi, je vais vous parler d'un autre type dans les cométiotes, c'est-à-dire des petites lentilles, mais très riches en nickel, qu'on retrouve en essaim. Donc, on voit ici la première diapositive, c'est une photo du terrain à Raglan dans le nord du Québec. Alors, moi également, j'ai une petite deuxième diapositive qui est un avis de non-responsabilité. Donc ici, ce que je présente, c'est seulement des informations accessibles au public et qui n'ont pas toutes été vérifiées. Alors, première diapositive pour ce qui est de la localisation. Alors, Mine Raglan est située ici dans le Grand Nord du Québec. On montre ici également les exploitations de Xstrata Nickel à Sudbury parce qu'en fait, le concentré à Raglan est envoyé par bateau jusqu'à Québec. Et ensuite, par train, c'est envoyé à la fonderie à Sudbury. Également, la plupart des travailleurs voyagent soit de Québec, Montréal ou de Rouyn-Noranda en avion jusqu'à Mine Raglan. Alors, une deuxième diapositive de localisation. Évidemment, ici, dans la péninsule de L'Ungava. On voit ici Raglan, c'est dans une région qui a un pergélisol continu jusqu'à une profondeur de 550 mètres. Donc, ça pose certains défis là, au niveau des forages, entre autres. La température du roc, c'est moins 5 degrés en moyenne. C'est quand même une zone assez humide. On parle de 650 mm de précipitation, mais c'est 75 sous forme de neige. Ensuite, température moyenne annuelle, c'est une température très froide. On parle de moins 10 degrés Celsius en moyenne pour l'année. C'est probablement le climat le plus rude au Québec qui existe, hein, parce que c'est un plateau juste ici à 600 mètres d'altitude, donc c'est plus froid que sur les côtes. Ici, c'est écrit Catinique, moins 7, mais c'est Baie-Déception, pardon, qui est juste ici. Alors, comme la mine Raglan, ça a commencé son exploitation en 1998, on pourrait être porté à croire que l'exploration a commencé tardivement là-bas, mais ce n'est pas le cas. Ça a commencé, en fait, il y a plus de 100 ans. Les premiers explorateurs sont venus en 1898. Ils sont demeurés sur le bord des côtes, mais ont découvert quand même sur le bord du Cap Smith, des indices minéralisés, donc des chapeaux de fer déjà. Une trentaine d'années plus tard, en 1931, là, une équipe de prospecteurs sont vraiment venus à l'intérieur des terres.
Et ils ont prospecté au marteau tout le Cape Smith. Et ils ont identifié les deux horizons principaux, soit l'horizon de Raglan et plus au sud, l'horizon de Delta. Par ailleurs, ils sont revenus ensuite dans les années 50. Il y avait deux des mêmes membres de l'équipage, je crois M. Watts ici, qui sont revenus dans les années 50 pour relocaliser ces indices-là. Et à partir de là, il y a eu du forage et de la prospection vraiment plus en continu jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, par exemple, eux, lorsqu'ils trouvaient un indice, ils le nommaient, par exemple, l'indice 1, l'indice 2, mais c'est resté aujourd'hui. La mine 2, c'est l'indice 2 qu'ils ont trouvé, par exemple. Alors, un bref aperçu de la géologie, le contexte géologique à l'échelle du continent. Raglan se trouve dans la ceinture du Cap Smith, qui est une ceinture de roches vertes, une ceinture volcano-sédimentaire de 1,9 milliard d'années qui se retrouve en bordure de la province du Supérieur, archéenne. C'est le même âge que la fosse du Labrador et aussi que Thompson au Manitoba. Donc ça représente un rift qui s'est formé autour de la province du Supérieur. Un zoom sur le Cap Smith. La ceinture fait 375 km de large. C'est orienté est-ouest. Les roches qui nous intéressent, nous, ce sont les roches volcaniques et sédimentaires du groupe de Povungnituk et de Chukotak. Donc, ce sont principalement des basaltes et des sédiments. Mais on retrouve là-dedans des ultramafiques au sud, la bande de Delta, et ici la bande de Raglan. La mine Raglan se trouve vraiment au contact entre ces deux grandes unités-là. Un modèle géologique assez simplifié, donc formation d'un rift au départ. Il y a eu une première phase de dépôt de roches volcaniques et sédimentaires de rift continental, et ensuite une deuxième phase de rift océanique, donc un bassin océanique avec beaucoup de basalte. Les roches ultramafiques hautes des gisements se sont déposées juste entre les deux, là, ou au moment même de la formation du bassin océanique. Suivant la mise en place de ces roches-là, il y a eu une phase de déformation, comme au phanérozoïque, donc avec des nappes de charriage et des plissements. Et si on regarde une coupe nord-sud, aujourd'hui, le résultat est suivant. On a l'Archéen en rose et les roches volcano-sédimentaires qui ont un pendage vers le nord, pendage de 40 à 60 degrés, avec des nappes de charriage et des failles de chevauchement et des plis. Les plis et les failles sont orientés est-ouest. Voici le modèle stratigraphique de Raglan qui a été proposé par Lesher dans son résumé de 2007. Donc, on voit les deux grands groupes, le groupe de Povungnituk et le groupe de Chukotak, donc des basaltes et des sédiments. Je tiens à préciser ici que les sédiments sont des sédiments graphiteux et aussi sulfurés. Donc, beaucoup de soufre présent sous forme de pyrrhotite ou de pyrite sédimentaire. On va retrouver des cils ou des filons-couches, pardon, et dans le Povungnituk, également dans le Chukotak. L'horizon de Minragan, lui, est vraiment au contact entre les deux, et c'est des péridotites, principalement, des roches ultramafiques très volumineuses. On en a un empilement. Et on va retrouver des minéralisations à plusieurs endroits, c'est-à-dire soit directement dans des intrusions qui ont grugé le basalte, érodé le basalte jusqu'au sédiment. Certains autres vont être sur les gabbros. Et également, on va retrouver de la minéralisation dans des contacts ultramafiques sur ultramafiques. Ça, c'est le modèle volcanique de Mike Lesher. Il décrit les cils qu'on retrouve dans le Povungnituk, les filons-couches, comme des faciès, des coulées minces, donc des coulées de lave ou des filons-couches minces, avec localement
des canaux qui se forment où il y a un flux plus important de magma. Et là, on peut former des ultramafiques comme des péridotites avec des sulfures. Mais dans l'horizon de Raglan, superposé à ce faciès-là en feuillet, il y a vraiment des faciès de conduit avec des magmas très, très volumineux, 200 mètres et plus, qui viennent recouper le tout, même les premières phases de roches ultramafiques. Et c'est vraiment là qu'on retrouve, à chacun de ces gros ultramafiques-là, ces conduits-là, les minéralisations. Alors, sur le terrain, l'horizon de Raglan. Ça, c'est la propriété de Raglan qui fait 70 km de large. Donc, c'est une vaste propriété. On retrouve comme ça une dizaine d'ultramafiques le long de l'horizon Raglan qui sont porteurs de minéralisation. La plupart ont été identifiés dans les années 50. Mais ce qui a été dans les lentilles qui ont été trouvées en surface ne correspondent qu'à 1 % des réserves actuelles. Donc, il fallait vraiment, ça c'était le début, le point de départ, mais le gros du travail se fait par la suite parce que c'est des petites lentilles. Présentement, il y a 4 mines en exploitation. Katinik, mine 2, mine 3 et Kikialik. Et on est en train de construire un 5e portail, à Kimayurk. Et il reste plusieurs autres projets qu'on continue d'explorer et qui vont éventuellement être exploités. La production, jusqu'en 2011, 14 millions de tonnes à 2,8 % nickel. Les découvertes qui ont été faites depuis la mise en production, on parle de 30,2 millions de tonnes. Donc, en 15 ans, c'est ce qu'on a trouvé, donc presque 2 millions de tonnes par année. Depuis que Xstrata a acheté Falconbridge, il y a eu 14 millions de tonnes qui ont été découvertes. Donc, dans les 5 dernières années, presque la moitié de ces 30 millions de tonnes-là ont été découvertes. Et on parle également de 412 km de forage dans les 5 dernières années. Voici un exemple de la géologie détaillée de Katinik. Ça a été fait, encore une fois, par Mike Lesher avant toutes les infrastructures. Donc, aujourd'hui, on ne pourrait même pas faire une aussi belle carte que ça. Ça montre vraiment ici la péridotite épaisse avec une forme complexe et des pyroxénites au sommet. On retrouve des brèches volcaniques latéralement. Et peut-être l'aspect le plus important de noter, c'est ici l'érosion du gabbro jusqu'au sédiment par ces faciès-là de conduit. Et on retrouve les indices minéralisés en surface là. Et ici, des horizons secondaires ou ultramafiques un peu plus haut dans la séquence. Je tiens à préciser aussi, on peut voir ici la déformation également, qu'il y a certains blocs qui ont bougé nord-sud aussi tardivement. Ça, c'est une coupe schématique typique, une coupe orientée nord-sud, en fait sud-nord ici. Et on voit l'ultramafique en mauve qui a un pendage vers le nord et la localisation ici des gisements dans des formes très complexes là, dans le footwall, ici gabbro. Donc, plus on fait des forages en détail, plus on peut voir la complexité, la morphologie de ces gisements-là. Également, on peut voir ici qu'avec les forages de surface, il est facile de manquer une petite lentille comme celle-ci qui peut se cacher dans une structure assez verticale. Alors, une lentille minéralisée typique à Raglan, la taille va de 20 000 tonnes jusqu'à 4,5 millions de tonnes. Donc, c'est très variable. Mais il y a une moyenne à 270 000 tonnes. Là. 4,5 millions de tonnes, on en a juste 2 là, dans les 4 millions de tonnes. La plupart sont beaucoup plus petites. Un exemple typique, ce serait 50 mètres par 50 mètres par 25 mètres d'épais. Donc, ce n'est pas très gros. Jusqu'à présent, on a plus de 190 lentilles identifiées. Ces lentilles-là, c'est composé de 85 % de sulfure entreillé, là, le net, ou disséminé, et seulement 15 % de massif. Les géologues, on est attirés par ça, c'est spectaculaire, mais c'est seulement 15 % La moyenne globale, c'est 2,9 % nickel et 0,6 % cuivre. Minéralogie très simple là, de pyrrhotite, pentlandite et calcopyrite. Ici, sur le côté, j'ai un exemple de forage. On voit ici le massif.
Pyrrhotite avec des cristaux là, facilement visibles là, de pentlandite, 1 cm. Pyrrhotite avec des cristaux là, facilement visibles là, de pentlandite, 1 cm, mais c'est pas rare d'en avoir des gros comme le pouce et plus. Ici, le net. Ici, une sous-variété léopard. On voit ici des cristaux là, de pyroxène qui donnent une texture en léopard. Et ici, un disséminé avec quelques veines. Donc ça, c'est les 3 types de roches qu'on peut miner à Raglan. Je vais donner un exemple sur la diapositive suivante. Ça, c'est un chantier souterrain. Puis on peut voir ici les teneurs typiques. Là. Donc, un massif à Raglan, c'est 10 %. C'est variable pour chaque lentille. Ils sont tous uniques. Mais typiquement, on peut diviser par 10 le pourcentage de sulfure pour donner la teneur. Donc, 100 % sulfure, 10 % nickel. Un net, 45 % sulfure, ben c'est 4,5 % nickel. Et dans le disséminé, on va de 1,5 à 2,5 % nickel. Donc, les processus géologiques ont été favorables à Raglan pour former du net qui est vraiment à haute teneur, 4,5 % nickel, puis c'est ça qu'on vient miner principalement. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où le net, on peut le miner en souterrain comme ça et faire du profit. Ici, c'est un exemple où le massif est en contact avec de la roche ultramafique. Un autre exemple ici où on a du net et du semi-massif en contact avec le massif, mais le massif, on voit ici comment il est folié et irrégulier. Là. Donc lui, souvent, il n'est pas en place, il a été déplacé suite à la déformation qui a été subie dans la ceinture. Ici, c'est un contact de gabbron. On parle d'essaim de lentilles, donc ces lentilles-là ne viennent pas seules. Lorsqu'on en trouve une, ben c'est là qu'il faut continuer à chercher pour en trouver plusieurs. Catinique, c'est 55 lentilles présentement. On les trouve jusqu'à une profondeur là, de 600 mètres ici. On a testé l'horizon ici, mais il n'y a pas un deuxième horizon connu présentement à Catinique. Alors, une campagne d'exploration typique à Raglan. Bien, maintenant, on essaie d'étirer la saison le plus possible, de forer 9 mois par année avec moins de foreuses, de 4 à 5 foreuses. Ça nous permet de limiter le nombre de personnes au site, mais aussi de maximiser l'utilisation des employés. Maintenant, c'est 40 personnes, les foreurs inclus, qui sont logés directement au complexe minier de Raglan à Catinique. On fait environ 75 000 mètres d'exploration par année et jusqu'à 20 000 mètres de forage en support aux opérations. Ça veut dire de la géotechnique, de la métallurgie, des choses comme ça. Les méthodes d'exploration, bien, on fait encore de la géophysique héliportée au sol et dans les forages. Donc, la géophysique, on fait les 3. En forage, comme notre monsieur de Sudbury ce matin nous l'a bien expliqué, on fait ça régulièrement pour les zones qui sont plus profondes, mais on a encore des cibles à moins de 100 mètres. Et évidemment, dans les zones plus profondes, la géologie et l'interprétation géologique, la modélisation des footwalls et des trends minéralisés est très important. Voici un résumé, disons, des succès de l'exploration à Raglan. Au 31 décembre 1998, quand l'exploitation de la mine a commencé, il y avait 19 millions de tonnes de réserves. Depuis ce temps-là, on en a miné 14 millions de tonnes, mais on en a découvert 30 millions de tonnes. Donc, non seulement on a compensé pour ce qui a été miné, mais on a doublé. Et donc, présentement, ce qu'il y a, c'est des réserves de 9,4 millions de tonnes et des ressources de 23,7 millions de tonnes. Aussi, ce qui est intéressant de noter, là, c'est que l'exploration découvre de manière assez régulière. Ce n'est pas 10 ans, on ne trouve rien, puis on en trouve un gros de 30 millions. Non, c'est très, très régulier, environ 1 à 2 millions de tonnes par année. Ici, c'est quelques photos de foreuses sur le terrain pour vous montrer qu'on a réussi à améliorer les setups et les milieux de travail pour les foreurs. Donc maintenant, c'est 3 conteneurs ensemble. Donc, toutes les rods sont en arrière, ils n'ont pas besoin de sortir dehors pour prendre les rods. La même chose, il faut forer au sel pour ne pas perdre les trous. Et tout le conteneur, tout le sel ici est fait à l'intérieur du conteneur. L'hiver, il n'y a pas d'accès à de l'eau de surface, c'est tout gelé, donc l'eau
et dans des camions-citernes juste à côté de la foreuse. Et ces améliorations techniques-là nous ont permis, entre autres au courant des dernières années, de diminuer notre nombre d'accidents de travail. Au début des années 2000, on avait jusqu'à 20 accidents de travail par année. Et puis, on a réussi au courant des 3 dernières années seulement 1, et cette année, aucun accident de travail. Mais voici ça, c'est la moyenne de mètres forés par jour. Elle s'est maintenue, en fait, elle s'est même améliorée qu'à 80 mètres par jour en moyenne forée. Donc, c'est des très bonnes productions de forage. Alors, j'aimerais remercier mes patrons, Kristen Straub et les autres superviseurs de Raglan, ainsi que tous les géologues et géophysiciens qui ont travaillé à Raglan ces dernières années. Il y en a beaucoup. Et j'aimerais, entre autres, aussi remercier mes anciens collègues, entre autres Martin Lévesque, qui m'a engagé en 2005 et qui m'a donné ma chance ici à Raglan. Alors, merci beaucoup. C'est terminé. On a définitivement le temps pour quelques questions. Oui? Oui. Un, deux. Oui. Est-ce que tu pourrais nous entretenir un petit peu du contenu en platinoïde? Oui, c'était un petit peu. C'est pas tellement public le contenu en platinoïde, mais c'est pas aussi important qu'on pourrait penser. 75% de la valeur vient du nickel. Et le deuxième plus important, c'est le cuivre. Donc, le platinoïde, on parle de 1 à 2 grammes-tonnes là, dans les échantillons. Là. Donc, une lancée, il faut vraiment qu'elle le fasse sur le nickel pour pouvoir être mis en exploitation. On ne tient même pas compte du cuivre et des platinoïdes. Moi, j'en ai une question. Oui, allez-y. J'aimerais savoir si le squid a joué un rôle important dans la découverte de lentilles dans les dernières années. Il a joué un rôle très important. Il nous a permis, parce que vu qu'il n'y a pas d'armes, donc c'est logistiquement assez facile de faire un levé géophysique de sol. Et le squid permet une visibilité environ là, dans les 300 mètres, jusqu'à 300 mètres. Et donc, ça nous donnait une fenêtre, une visibilité qu'on n'avait pas auparavant, parce que l'aéroportée, c'est peut-être 100 mètres, donc là, on pouvait descendre à 300 mètres. Donc, je ne peux pas confirmer le nombre de lentilles qui ont été trouvées uniquement par le squid, mais plusieurs, c'est certain. Bob, tu n'as pas de questions? Tu as tout compris? Parfait. Alors, oui, François? Avez-vous beaucoup de minéralisation dans le footwall? Puis si oui, à quelle distance, par exemple, des roches ultramafiques? Oui, on a une zone au complet, nouvellement identifiée, qui est entièrement dans le footwall, jusqu'à 70 mètres du footwall. Il n'y a rien dans l'ultramafique au contact. 70 mètres de sédiments métamorphisés, des cornéennes, puis bang, la minéralisation. Alors, oui, Robert, vas-y. Allez-y. Je ne peux pas dire non. C'est des cornéennes. Donc, oui. Finalement, c'est une intrusion subvolcanique, ce n'est pas une coulée. La base semble indiquer qu'il y a un métamorphisme, mais au sommet, on retrouve des textures volcaniques. Souvent, c'est comme si à la base, c'était des textures intrusives. Au sommet, on voit des textures volcaniques transitionnelles vers volcaniques, comme des brèches, des pépérites sur les côtés. Donc, c'est soit une intrusion subvolcanique à couler. Le débat est encore ouvert. C'est encore ouvert. Oui. Okay, merci. Le squid, vous utilisez le squid haute température ou basse température? Oh, je ne pourrais répondre. Il faudrait venir à mon kiosque demander à mes collègues géophysiciens. Je ne suis pas au courant. D'accord, merci. Haute température, on me fait signe. Merci. OK. Merci beaucoup, François, pour cette excellente conférence. Merci.